Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce deuxième épisode, je donne la parole à Émilie et Sarah, deux sœurs représentant la 4e génération de la ferme familiale qu'elles ne voyaient pas reprendre l'une sans l'autre. Ensemble, elles élèvent des poulets en plein air et proposent de la cueillette libre de fraises plein champ. Dans cette interview, Émilie et Sarah évoquent le nouveau sens qu'elles ont donné à la ferme pour tendre vers un mode de production plus durable et proche du consommateur. Elles partagent avec vulnérabilité leur période d'introspection au moment de la reprise et leurs défis actuels en tant que femmes. Un épisode riche en valeurs où elles présentent leur vision sur l'avenir de l'agriculture française que je te laisse découvrir. Bonjour Émilie et Sarah. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre ferme. Alors ici on est à la ferme des Crites à Albias. On est sur une exploitation familiale qui a été créée en 1933 si je ne me trompe pas, par votre arrière-grand-père. Émilie, tu t'es installée en 2014 et tu as repris l'exploitation. Est-ce que tu pourrais revenir brièvement sur l'historique de cette exploitation familiale s'il te plaît ? Comme tu le disais, en 1933, c'est notre arrière-grand-père qui a acheté cette ferme, qui a commencé par faire un petit peu de polyculture élevage, avec des vaches, comme ça se faisait à l'époque. Il y avait 3 frères, donc c'est notre grand-père qui a hérité de cette partie ici et qui est resté, donc qui a épousé ma grand-mère. Ils ont eu 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon n'est pas resté sur l'exploitation. Ma mère est devenue infirmière et c'est notre père, donc, qui a épousé ma mère, qui est venu s'installer sur l'exploitation. Donc c'est gendre et grand-père qui ont continué l'exploitation et qui ont développé cette partie élevage poulet essentiellement. Et au moment où ton père a dû prendre la retraite, là est arrivé le moment de décider en famille qu'est-ce qu'allait advenir l'exploitation familiale. Est-ce que tu peux revenir sur cette période-là, s'il te plaît ? Oui, c'est exactement ça. Donc en 2012, quand mon père a eu 60 ans, s'est posé la question du devenir de l'exploitation, sachant qu'ils étaient tous, père et grand-père étaient propriétaires de leur terre. Donc il y avait vraiment ce problème de transmission et de séparation. Donc nos parents nous ont réunis tous les 4, puisque nous sommes 4 frères et sœurs, pour savoir ce qu'on avait envie de faire. Et donc avec Sarah, on s'est positionné sur la reprise de cette exploitation. C'est d'abord moi qui ai démarré, puisque moi je travaillais donc en agroalimentaire pendant 12 ans. Ça faisait déjà 12 ans que je travaillais dans le privé. Et il était temps pour moi de changer de cap et donc de revenir sur l'exploitation. Donc ça a été un choix vraiment aussi familial, puisque mon mari n'étant pas du tout de la partie, il a aussi fallu qu'il suive le mouvement, tout en gardant lui son domaine d'activité. Et donc on a déménagé parce qu'on travaillait dans le sud-est. D'accord, ah oui, Voilà. Donc changement de vie. Donc changement de vie, exactement. Ah, après, donc on vient toutes les deux d'une école d'ingénieur en agriculture. Donc Oui. c'est vrai qu'on a pas mal côtoyé de gens dans le milieu agricole, tout ça. Après, de par les expériences, moi j'ai côtoyé aussi beaucoup d'agriculteurs. Et c'est vrai que ça m'a toujours donné envie. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien moi aussi un jour essayer d'avoir ma propre exploitation. Ça m'a toujours tenté, mais effectivement c'est quand même... C'est quand même un cap, quoi. C'est quand même un stress. Et si on n'avait pas été 2, je pense que je sais pas si je l'aurais fait, honnêtement. Un projet de sœur. Disons que c'est plus rassurant, quoi, d'être à 2. Donc après, c'est un peu pareil. C'est en fait, moi j'étais dans le privé. Bon, j'avais une carrière stable. C'est vrai que des fois on peut se poser la question de... Enfin, des fois on se demande qu'est-ce qui te prend, quoi. En gros... Tous les mois, vous avez un salaire, vous avez 5 semaines de vacances par an. Il faut être folle pour changer et devenir agricultrice. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question, qu'est-ce qu'elles font, quoi. Et en fait, c'est parti de mon mari, il voulait changer de carrière professionnelle. Donc il a dit, il a quitté son boulot et c'est le moment où je me suis dit, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut changer, tant qu'on est encore jeune et qu'on a encore le courage de faire ce type de changement. Du coup, il a quitté son emploi, j'ai quitté mon emploi, on a vendu notre maison, on a déménagé, on a fait pareil qu'elle 10 ans avant, quoi.
Et voilà. Ouais, donc vraiment un saut dans le vide pour toutes les deux, pour reprendre, on va dire, le flambeau familial. Ouais. Donc c'est beau en tout cas, moi de mon point de vue je trouve ça beau. C'était un poids pour toutes les deux cette reprise, ou est-ce que vous l'avez vraiment accepté comme quelque chose, comme un rebond dans votre vie? Pour moi, c'était pas du tout un poids. Ça a quand même été un travail sur moi-même. C'est-à-dire que si j'avais pas eu confiance en moi, j'aurais jamais repris cette exploitation. Il a fallu que pendant une année, je me pose vraiment les bonnes questions, que je réfléchisse vraiment à ce dont j'avais envie. Est-ce que j'avais envie de continuer à travailler pour un patron? Est-ce que j'avais vraiment envie de travailler pour moi? Est-ce que j'allais être capable, surtout? Ça, c'était vraiment la question. Est-ce que tu vas être capable de tenir une exploitation à bout de bras en attendant que Sarah arrive? Et donc, à un moment donné, il a fallu y aller. Et puis non, mais c'est vraiment grâce à... Enfin, moi, je le dis, j'ai fait de la sophro pendant près de 2 ans. Et la dernière année, en fait, c'était vraiment pour faire ce choix et le décider pleinement. Et de se dire, t'es capable de le faire, vas-y. Vous parlez de votre période d'introspection, donc vous êtes quand même 2 femmes qui avaient repris après, on va dire, 3 générations d'hommes. Est-ce que ça a été un frein pour vous? Est-ce que vous en avez... ça a été une difficulté pour vous ou pas? Ça a été une difficulté dans le questionnement, de savoir, c'est toujours pareil, est-ce que je suis capable? En étant une femme, est-ce que je suis capable? Après, moi je voulais dire aussi que tu disais c'est un saut dans le vide, mais ça n'a pas été vraiment un saut dans le vide. Parce que moi, pour ma part, je savais qu'en revenant ici, je savais que mon père serait là et qu'il allait nous aider. Et donc on a été énormément épaulés par la famille, que ce soit par mon père, par sa présence sur l'exploitation, mais par ma mère, par ma grand-mère. Mon grand-père était là, mais il était encore là, mais il était malade, donc il ne pouvait pas nous aider. Mais on avait ce soutien familial que je pense, et qui a tout fait quand même, parce que on avait une liberté d'esprit, liberté logistique. On savait que les enfants, moi les enfants ils avaient 11 ans et 6 ans quand on est arrivé, mais ils étaient déjà quand même assez grands, mais malgré tout, en termes de garde après l'école, etc., pendant les vacances, parce qu'on savait très bien que les premières années, on n'allait pas avoir de vacances, parce qu'il fallait se consacrer complètement à l'exploitation et à son fonctionnement. Donc, on avait, au niveau logistique, on n'avait aucun souci à se faire, en fait. Donc ça, c'est vraiment une énorme chance. Donc ça, c'est vrai que ça a tout facilité au départ. On a pu pour moi on a pu vraiment, moi j'ai pu m'y consacrer pleinement parce que je savais que j'avais ça derrière. Et ensuite, oui, juste pour revenir, après je te laisserai la parole, ça. À moins que tu veuilles... Ouais, puis après, dans le sens aussi où tu arrives sur une exploitation qui est déjà viable, en fait, qui quand même... qui est bien implantée, qui fonctionne, qui est rémunératrice. Et donc, forcément... c'est moins dur que quelqu'un qui part de rien, qui a tout à acheter, les investissements sur le dos, qui a ce stress-là en plus, mine de rien, parce qu'on a déjà... Bon, oui, ça génère des frais quand même, l'exploitation, donc il faut quand même derrière... ça reste un stress, mais c'est vrai que quand on part d'une base qui est déjà solide, c'est quand même plus rassurant, quoi. Ouais, on a eu cette chance-là aussi, c'est-à-dire que l'exploitation, elle était saine, elle était viable. Et c'est plus facile de se lancer. C'est plus facile, mais ne serait-ce que quand on va voir la banque, ils se sont même pas posé la question, en fait, de savoir si notre projet était viable ou pas. Il y avait un existant, il y avait un passif, donc il y avait des résultats comptables. C'était la continuité, même s'il y avait de nouveaux projets, c'était la continuité. Ils savaient que mon père, malgré tout, restait dans le fonctionnement, au moins au démarrage. Donc ça a été un élément facilitateur. Il y avait vraiment ce côté transmission de votre père qui était là à l'appui. Et alors tu me parlais de projets, parce qu'effectivement il y a des projets quand tu t'es installée, toi et Sarah, qui ont été mis en place. Et notamment, ton projet c'était de créer à terme un élevage de poulets plein champ, parce qu'à l'origine c'était du poulet industriel qui était produit sur les terres. Oui. Je savais que l'activité d'aviculture que pratiquait mon père, elle n'était pas durable, dans le sens où les bâtiments dans lesquels il exerçait étaient vieillissants et qu'à un moment donné, il allait falloir réinvestir. C'était pas le sens que je voulais donner, moi, à l'exploitation.
Et l'idée de départ, donc le projet de départ, c'était donc d'élever des poulets en plein air avec commercialisation à la ferme. Ce qui n'était pas du tout le cas sur l'exploitation, puisqu'il adhérait à une coopérative, les poulets arrivaient sur l'exploitation et repartaient dans des grands abattoirs. Donc on a donné un tout autre sens. On a maintenu cette activité pendant 5 ans, de façon à rémunérer le travail et à permettre l'investissement sur le nouvel atelier. Donc ça a été assez rapide puisque l'investissement sur les cabanes avait été réalisé déjà même avant l'installation, puisqu'on avait eu l'occasion de trouver un lot de cabanes pour faire du plein air et on avait investi l'année d'avant. Et déjà Sarah sur nos fonds perso sur nos fonds perso, et Sarah avait déjà donc participé à cet investissement au départ parce que ça faisait beaucoup. Oui, parce que ça faisait beaucoup. Oui, et c'était son projet, c'était de venir te rejoindre à terme. Dans tous les cas. Dans l'idée, c'était dans l'idée, ouais. Donc on a fait donc ça a été rapidement mis en place dès juin. Moi je me suis installée en janvier 2014. Dès juin, on ouvrait la première cabane et on recevait nos premiers poulets. D'accord. Donc ça a permis en fait de garder l'ancien système, de faire une passerelle jusqu'au développement de ton nouveau projet. Sur la première année, on vendait à partir du mois d'août ou septembre, on a commencé à vendre donc en vente directe entre 150 et 200 poulets toutes les 4 semaines. Et puis en fait c'est monté crescendo, c'est monté quand même assez rapidement. Et donc je faisais abattre les poulets dans un abattoir agréé. Et ce coût était quand même de plus en plus important. Et donc la suite du projet, c'était de tout faire sur la ferme. Donc jusqu'en 2016, on a ouvert l'abattoir. Fin 2015, on a investi et on a créé l'abattoir pour tout faire sur la ferme. Donc de la réception du poussin à la vente directe. Traçabilité totale pour le consommateur. Oui, c'est ça. Alors combien de temps tu les gardes tes poulets? Donc les poulets sont élevés pendant 16 semaines. Oui, on avait calculé, c'était un minimum, de toute façon, c'était un minimum de 110 jours. Oui, c'est ça. Et donc en termes d'alimentation, tu me disais que tu leur donnais une alimentation certifiée label rouge. Pourtant ici, il n'y a pas de certification sur l'exploitation. C'était un choix d'avoir une conduite d'élevage type label rouge, mais pour autant de ne pas avoir ce label? Oui, c'est un choix. C'était pour avoir une porte de sortie au cas où je n'arrive pas à tout commercialiser en vente directe et de pouvoir intégrer un cahier des charges type label rouge au cas où. Et repartir sur une filière type industrielle. Une filière classique, oui. Or, on n'en a pas eu besoin parce que finalement, on a pu vendre de mieux en mieux et de plus en plus, donc, et optimiser complètement notre surface d'élevage en cabane. Donc, on est sur une alimentation. Par contre, j'ai gardé donc, le cahier des charges label rouge pour l'alimentation, de façon à avoir une origine garantie pour les céréales. Et puis avoir surtout une régularité dans la qualité de l'aliment et qui permet d'avoir une qualité régulière de la volaille et de la viande. C'est le point d'honneur de toute l'exploitation, c'est de proposer à votre clientèle des produits frais et locaux, et que ce soit pour le pôle poulet ou le pôle fraise, c'est la même conviction que vous partagez toutes les deux. Et donc ça me permet de rebondir sur l'atelier Les Fraises de Sarah. Donc Sarah, toi tu t'es installée en 2021 et tu as rejoint ta sœur Émilie. Pourquoi les fraises? Alors déjà, moi je suis plus végétale que animale. Dans ma carrière professionnelle, j'ai toujours travaillé dans des entreprises sur le végétal. Donc déjà ça me parlait un peu plus. Il y a aussi la question qui s'est posée, c'est quand pour revenir ici, il fallait que je crée un nouvel atelier pour qu'il soit rémunérateur, pour que je puisse me payer. Et donc on savait qu'au niveau de les volailles, ça serait trop juste. Et en fait, c'est dans mon précédent métier, j'étais en coopérative agricole, je côtoyais beaucoup d'agriculteurs. Et en fait, il y a 2 agriculteurs qui faisaient déjà ce système-là chez eux, dans 2 autres départements. Et c'est en discutant, en leur parlant de mon projet de revenir sur l'exploitation agricole, qui m'ont dit pourquoi tu ferais pas des fraises en plein champ, tu fais déjà de la vente directe, c'est ce qui vous plaît, ça peut être un projet qui se concilierait bien avec la volaille, tu devrais y réfléchir. Et donc du coup un jour on en a parlé avec Émilie, on est allé voir ces agriculteurs, on est allé les visiter, on a étudié un peu l'itinéraire technique, tout ça,
Et on s'est dit que ça pouvait nous plaire et que ça pouvait bien s'intégrer dans le système actuel de la ferme. Et on s'est pas trompé jusqu'à présent. Après on a fait qu'un an, c'est vrai qu'on a qu'un an de recul, mais l'année dernière, malgré les difficultés liées à la météo, on a quand même fait une bonne année, on était hyper contentes. D'accord. Et le choix, c'était vraiment de proposer de la cueillette libre, c'est-à-dire que les consommateurs viennent directement cueillir eux-mêmes sur les parcelles. Mais déjà, l'idée, c'était... Bon, il faudra faire de la vente directe parce que ça, on en est convaincu, donc déjà, il y avait ça. L'avantage de la cueillette, c'est qu'on n'a pas déjà d'équipe de ramassage. C'est les gens qui se les ramassent eux-mêmes, donc c'est vrai qu'on s'enlève quand même une charge et puis une contrainte mine de rien, parce que gérer du personnel, c'est pas toujours évident. On s'enlève aussi tout ce qui est stockage, frigo, donc là ça part direct du champ, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est quand même le système le plus commode. Le plus direct et le plus frais aussi pour le consommateur. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, les gens ils choisissent leurs fruits, donc il n'y a pas plus direct, quoi. Oui, il y avait une phrase que j'avais lue sur votre site qui disait « Nous les cultivons avec passion, vous les cueillez avec amour ». Je l'ai trouvée très belle. Mais alors effectivement, ces ateliers, on en voit, ils se développent de plus en plus pour que le consommateur puisse aussi se reconnecter au vivant, à la terre et venir cueillir lui-même. Alors après, il y a certaines personnes, et que moi j'ai connues par le passé, qui ont développé ce type de projet de cueillette à la ferme et qui se sont vus contraints d'arrêter parce que parfois, il faut une certaine discipline, il faut encadrer, il y a cette pression aussi de l'accueil du public sur sa parcelle et donc un risque d'accident. Comment vous gérez toutes ces contraintes-là ? Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question sur ça, sur est-ce qu'on n'allait pas avoir des dégâts dans la parcelle, est-ce que les gens allaient être respectueux de notre travail, Et globalement, ça s'est quand même très bien passé. Alors encore une fois, on n'a qu'un an de recul, mais c'est vrai que l'an dernier, ça s'est très bien passé. Les gens sont assez respectueux. Je pense que si les gens ils apprécient ce genre de système, ils sont obligés de le respecter, parce que s'ils veulent que ça perdure... Normalement, de le faire avec bienveillance, effectivement. Voilà. Après, on partait pas de zéro, donc on avait une clientèle déjà qui nous connaissait par les poulets. La première clientèle qu'on a eue sur les fraises, ça a été celle-là. Donc on a eu l'occasion d'échanger avec eux sur la mise en place du projet, sur l'arrivée de Sarah, on a toujours considéré nos clients aussi comme des acteurs de l'exploitation. Donc ils font déjà la démarche de venir acheter les poulets sur la ferme. C'est déjà un effort, moi j'estime. C'est-à-dire qu'en tant qu'agricultrice, je me dis c'est chouette parce que les gens, ils nous connaissent, ils connaissent notre exploitation, on les accueille sur la ferme, ils font la démarche de... Nous, on ne fait qu'un abattage toutes les 4 semaines, donc ils font la démarche de concentrer leurs demandes pour ne venir qu'une fois tous les mois chercher leur poulet. Il y a des gens qui sont là depuis le début, qui sont là depuis 10 ans, donc je ne dirais pas qu'ils font partie de la famille, mais ils font partie intégrante du fonctionnement de l'exploitation. Ils la connaissent, et je pense que dès le départ, en fait, ça simplifie le fonctionnement quand on les accueille ensuite pour faire la cueillette. C'était la continuité. C'était la continuité, et après, il y a quand même... la ferme, elle a toujours été... Enfin, mon père, mon grand-père, ils ont toujours eu à cœur d'avoir un environnement propre, soigné. Alors qu'ils n'accueillaient personne sur la ferme à l'époque. Je note effectivement que l'accueil est très bien, tout est soigné. Oui, et ça, je pense que les gens le remarquent aussi. Et dans la mesure où on les accueille dans un environnement qui est accueillant, il y a aussi ce respect qui est induit, qui est pas forcément... on n'a pas besoin de leur dire aux gens... Alors forcément, il y a toujours des petits comportements... ici, on est à cheval sur la pelouse. C'est-à-dire qu'on n'aime pas que les gens ils roulent sur la pelouse. Il y a des fois, il faut redire aux gens, respectez les chemins d'accès et ne roulez pas sur les parties empelousées ou des choses comme ça. Mais ça fait partie des choses. Si les gens ils veulent être dans un environnement agréable pour cueillir leurs fraises ou pour venir chercher leur poulet, il faut que ça fonctionne dans tous les sens en fait. Oui, ça s'est plutôt bien passé. Même des fois il y avait des gens, par exemple, ils venaient payer leurs fraises
Et puis je dis, ils avaient par exemple 4,40 €, et bien ils nous donnaient 4,50 € ou 5 €, et ils nous disaient ah ça c'est parce que les enfants ils en ont mangé dans le champ. Vous voyez, il y avait des petits trucs comme ça quand même des fois. Ça va, ils assument d'être gourmands. Oui, non, voilà. Donc quand même c'était quand même bienveillant, ça va. Il y a un truc, j'aurais voulu rebondir parce qu'à un moment donné on parlait de... Au tout début, on parlait de... c'était pas trop dur pour deux femmes. Ah ouais, Ouais, j'allais j'allais y c'est vrai revenir. que toi, t'as pas de J'allais y ton revenir, avis. donc il Ouais. n'y a pas de souci. Donc si tu veux, effectivement... Non, mais c'est surtout que... Enfin, moi, je le vois après coup, quand j'arrive après... donc, Émilie, ça fait 10 ans qu'elle est là. Donc, on voit qu'en gros, l'outil de travail, elle l'a modelé, en gros, un peu plus pour une femme, pour que ça soit... voilà, pour qu'une femme puisse faire le travail. Alors, il reste encore quelques petits points où on a encore besoin... Oui, il y en a plusieurs. Il y en a encore besoin d'un homme, quoi, en gros, soit de notre père, soit de nos maris, parce qu'on fait, on fait travailler aussi nos maris, quand même, de temps en temps. Du coup, le but, pour nous, c'est d'arriver à être autonome le plus possible dans l'avenir, parce qu'on sait très bien que papa, il sera pas toujours là. Mais c'est vrai que c'est un vrai questionnement pour nous sur l'avenir, c'est qu'il y a des choses... où on se dit comment on va faire sans lui, quoi. Tu as un exemple concret ? Non, mais sur la partie mécanique, par exemple. Après, peut-être que si on s'y intéresse, on est capable... Moi, je pense qu'on est capable de tout, en fait. Tout est question d'intérêt. Après, la force physique, à un moment donné, on trouvera d'autres moyens. Mais il y a des choses, la soudure, toute la partie atelier, moi clairement c'est pas un truc qui m'intéresse, mais je suis pas je pense que ça fait partie de nos qualités qu'on a acquises par notre formation d'ingénieur, d'ingénieur en agriculture en tout cas, c'est-à-dire qu'on sait s'adapter. On a une capacité d'adaptation qui est bien développée, et on n'a pas peur d'aller demander de l'aide. On n'a pas peur... de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, alors que ce qu'on remarque avec la génération précédente, et notamment la génération des hommes, et on le voit nous avec notre père, mon père il a horreur de demander de l'aide. Il faut qu'il soit capable de faire. Or, on sait que nous on n'est pas capable de tout. Donc, par défaut, on va demander de l'aide. Et c'est pas un problème. Et je pense qu'on y arrivera comme ça, en fait. Et tous nos manquements sur les choses qu'on sait pas faire ou qu'on n'a pas envie de faire, on ira demander de l'aide, ou on fera appel à des sous-traitants, ou on fera appel à des entreprises, ou on trouvera des solutions. Moi, et effectivement, comme elle le disait, Sarah, chaque fois qu'on développe quelque chose, on y réfléchit en se disant, est-ce que nous, on est capable de le faire en tant que femme. Et si on n'est pas capable, on l'adapte. Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre? À qui je peux demander de l'aide? Ou à qui je peux ou ne serait-ce que pour l'utilisation d'un matériel. L'utilisation d'un matériel, à un moment donné, on va dire oui, mais là, nous, si on doit l'utiliser, on ne pourra pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir nous l'utiliser? Je dis donc que moi, je me pose de moins en moins la question de cette... Enfin, je dis ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que des fois j'ai des moments de doute terribles, mais ça je veux dire dans n'importe quel métier on les aurait, je pense. Il y a des périodes où on est en confiance et il y en a d'autres où on est moins. Oui, parce qu'on était fatigué. Oui, c'est normal. Ça. Et puis on est quand même dans un boulot quand même physique. Physique très masculin de toute façon. Oui, peut-être, mais... Si on regarde notamment les chiffres, il me semble qu'en 2020, il y avait à peine 30% des chefs d'exploitation ou des co-gérants qui étaient des femmes. Donc le secteur agricole est quand même un secteur où il y a une prédominance d'hommes. C'est pour ça aussi que je reposais cette question au début. Après, dans la famille, il y a un rôle des femmes qui est très ancré au niveau familial. Donc, de ce côté-là, D'ailleurs, notre grand-mère, elle était aussi exploitante, donc déjà, elle a toujours travaillé sur la ferme. Elle n'avait pas le statut, mais elle travaillait, elle était agricultrice. Alors vous avez effectivement cette casquette d'ingénieur dans le secteur de l'agriculture. Comment vous voyez, vous, en France, l'avenir de l'agriculture ? Dans mon précédent travail, donc j'étais dans une coopérative agricole, donc j'ai travaillé avec pas mal d'agriculteurs, et c'est vrai que du coup, moi j'ai l'impression que on est un peu justement on est un peu dans une transition là, où on va vers
soit des grosses exploitations, on en parlait justement à midi, on a dans 10 ans, plus de la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc on se disait, soit les fermes vont de plus en plus grossir, et on va arriver sur des fermes peut-être avec plus un chef de culture, enfin, que vraiment un agriculteur qui va tout travailler, en gros. Et soit on va arriver sur des structures peut-être un peu plus comme la nôtre, à taille beaucoup plus petite, et là où en gros la vente directe sera, je pense... Un incontournable. Oui, tout à fait. Donc on serait plus sur, on va dire, deux côtés, un qui va vraiment grossir et l'autre qui va rester à taille humaine, on va dire, et il y aura probablement moins de diversité entre, selon toi. Et c'est vrai que ça c'est un peu, c'est ce qu'on se trouve aussi, c'est qu'on a l'impression que on manque un peu de diversité dans l'agriculture d'aujourd'hui. On a l'impression de voir toujours un peu la même chose. Alors, c'est pas à la charge des agriculteurs, parce que c'est, on va dire, c'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça. C'est-à-dire, c'est le blé qui paye, on va tous aller faire du blé, c'est le maïs qui paye, on va tous aller faire du maïs. Et c'est l'inconvénient un peu de ces grosses structures, c'est qu'on va là où ça paye, en quelque sorte. C'est vrai que quand on est plus en vente directe sur des choses un peu plus petites, on peut peut-être se permettre un peu plus de diversité. Et du coup aussi d'avoir peut-être une vision à moyen terme et à long terme. Vous avez plutôt une vision à moyen terme sur quel est le modèle que vous voulez, dans lequel vous voulez œuvrer. C'est ça. Il y a une différence entre comment on voudrait que soit l'agriculture et qu'est-ce qu'elle va réellement être en fait, et comment elle va s'organiser. Et effectivement, dans notre modèle à nous, c'est la diversité qui permettra sur les territoires, surtout sur un territoire comme le nôtre, en Tarn-et-Garonne, où on a vraiment la possibilité d'avoir tout type de production. Il y a des régions, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais on peut faire que tel ou tel type de culture. On se ferme vite les portes à certaines, comme le maraîchage, ou comme dans certaines zones, on ne peut pas. Mais vraiment, nous, par exemple, en Tarn-et-Garonne, moi, j'aurais tendance à prôner pour la diversité des cultures, parce qu'on a la possibilité de tout faire en Tarn-et-Garonne, et on a un département qui est hyper riche au niveau agronomique. Je pense que c'est vers ça en tout cas, nous, c'est vers ça qu'on voudrait aller. On ne veut pas se spécialiser à outrance ou rentrer dans ce qui se fait parce que ça gagne en ce moment. C'est un équilibre qu'on doit trouver tout simplement au sein de notre exploitation, en concordance avec notre territoire, avec notre clientèle, avec nos besoins, tout simplement. Pour finir, j'ai une toute dernière question. Quel écho voulez-vous envoyer aux auditeurs qui nous écoutent, s'il y avait un message à retenir pour eux? Il y en a des messages à transmettre. Moi, ça serait de croire en l'agriculture française, d'arrêter d'écouter les émissions à charge, et que pour savoir ce qu'il y a dans votre assiette, le mieux c'est d'aller demander au producteur. Émilie, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est très bien. Tu rejoins? C'est vrai, je rejoins complètement. C'est le meilleur message. Émilie et Sarah, merci pour ce partage et cet accueil, et je vous dis à bientôt. Merci à toi. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.